Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Pater. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, on arrive quasiment au bout des playoffs puisqu'aujourd'hui nous allons faire le rewind du divisional. Et pour le faire, je suis accompagné de PA. Salut PA. Salut GG, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, plus beaucoup de matchs avant la fin de la saison de notre cher NFL. Ouais. Et puis voilà, on a un peu galéré pour trouver des créneaux pour enregistrer, mais ça y est, on y arrive. Donc, je pense que vous aurez et le rewind et la preview des deux prochains matchs en 3 jours consécutifs, on essaye. Ouais, voilà. Non, mais comme ça permet à tout le monde de digérer ce qui s'est passé ce week-end parce C'est que j'ai mis mon pull Stranger Things. On en a vu des choses très étranges ce week-end. On peut clairement le dire. On va avoir le temps d'en parler. Avant de se lancer dans l'analyse des matchs, pour ceux qui nous regardent, vous avez le bandeau en bas. Pour les autres, le front office sur l'ensemble des réseaux sociaux, donc Twitter et ses dérivés, Instagram, YouTube et Twitch, et bien sûr, rejoignez le Discord. On le répète à chaque fois, mais vraiment, c'est incroyable. Rien que pour les textes de Guilty, par exemple, qui après ce week-end nous a épargné de l'analyse. Et franchement, il a été, je fais une aparté, mais ultra clairvoyant sur son équipe toute la saison quand même. C'est vrai. Il avait dit que défensivement, ça serait compliqué. Et, on pourrait y revenir dans du rewind de ce match-là, mais il n'y a pas eu que ça. Mais effectivement, la défense a été un petit peu le point faible sur ce match. Ouais. En tout cas, il a été plus clairvoyant que moi qui attendais les Titans en play-off. Alors, je te propose, je crois que tu as rangé les matchs par ordre chronologique, puisque c'est toi qui as fait le conducteur. Travail bien fait, magnifique. Et nous allons donc commencer par le déplacement des Texans sur le terrain des Chiefs. Les Chiefs ont tenu leur statut de favori puisqu'ils ont gagné 23-14. On va commencer par nos tops, PA. Et on est tous les deux, bien sûr, du côté des Chiefs. Je te laisse commencer. Ouais, moi je suis parti sur la défense des Chiefs. C'est pas une nouveauté, parce que depuis 2 ans maintenant, clairement, c'est cette escouade-là qui porte l'équipe. Encore une fois, ils ont vraiment fait le travail. Ils ont limité les Texans à 14 points. On pourrait y revenir. Il y a eu un manque de réussite, encore une fois, du côté des Texans. C'était un petit peu notre crainte. Crainte qui avait été rapidement évaporée du côté des Chargers. Mais finalement, c'était plus la défense qui avait bien tenu le coup du côté des Texans, qui avait aussi amené pas mal de points. On le savait, défensivement, c'est très solide du côté des Chiefs. Ça met énormément de pression. Ce que j'ai trouvé, moi, assez impressionnant, c'est qu'en première mi-temps, ils n'ont pas réussi vraiment à s'approcher de CJ Stroud. Pas beaucoup de pression, pas de QB hit ou quoi que ce soit. Et en deuxième mi-temps, ça a explosé dans tous les sens. CJ Stroud, il voyait, pour citer un grand philosophe, il voyait peut-être des fantômes à un moment donné. Là où Chris Jones sort avec qu'un seul sac, par exemple, on sent qu'il est quasiment constamment double-teamé et ça laisse énormément de place à George Karlaftis qui lui finit avec 3 sacs dans le match. Il a été omniprésent et vraiment cette ligne défensive-là, pour la passer, ça va être compliqué. En début de match, on a l'impression qu'elle est dominée, que la OL adverse va faire son travail et tout ça. Et puis en sortie de mi-temps, mais cette équipe-là, cette escouade-là est injouable. Je ne sais pas ce que Spaniolo leur dit à la mi-temps à chaque fois, mais ils sont injouables. C'est très impressionnant. On pourra revenir sur le match en lui-même, comment ça s'est organisé, parce qu'ils se sont fait ouvrir aussi en tout début de troisième quart-temps, et ça va être un de mes points forts. Mais le reste du match, ça a été, encore une fois, niveau quasi-élite et niveau qui te permet de remporter des championnats, parce que comme on dit, les attaques remportent des matchs et les défenses remportent les titres. Ouais, et c'est vrai dans à peu près tous les sports collectifs. Exactement. Ça se vérifie très souvent. Je te rejoins totalement, notamment sur la production de Karlaftis. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on arrive en play-off, le mec, on le voit à tous les matchs. Et ouais, il bénéficie du pouvoir d'attraction de Jones qui est toujours aussi impressionnant. Autre élément, moi, qui m'a plu dans cette défense, c'est
l'adaptation au fond du terrain où on aurait pu résumer le duel receveur-cornerback à un match entre Nico Collins et Trent McDuffie. Et en fait, il y a eu énormément de situations où ils ont doublé Collins, mais sans mettre McDuffie dans l'affaire. Et ils mettaient McDuffie sur le receveur 2. Et j'ai trouvé ça tellement intelligent. Plutôt que de toute façon, une fois que tu doubles un joueur, il n'y a pas besoin de mettre ton meilleur corner, entre guillemets. Et du coup, mettre McDuffie sur la deuxième solution, et j'en reparlerai après, deuxième solution qui a un niveau abyssalement loin de celui de Nico Collins, j'ai trouvé que c'était très bien senti de la part des Chiefs. Je vais pas faire mon Homer, mais les Patriots ont régulièrement fait ce schéma-là, justement, en jouant contre les Chiefs à l'époque de Tyreek Hill, où ils mettaient Gilmore contre le receveur 2. C'était Watkins à l'époque. Watkins, ouais. En 2019, sur les playoffs en 2019. Et ils double-teamaient avec un safety en profondeur et un corner un petit peu plus proche, Tyreek Hill. Mais oui, les équipes, effectivement, elles jouent beaucoup là-dessus, d'autant plus quand tu as une ribambelle de blessures sur le poste de receveur et que tu as qu'une menace réelle à couvrir. Bon, c'est encore plus simple, effectivement. Oui, parce que tu as parlé de Tyreek Hill qui n'est plus chez les Chiefs. Je vais parler de mon top joueur, Travis Kelce, qui lui est toujours là, playoff Kelce. On le savait, vraiment, on l'a annoncé toute la saison. Je me rappelle, c'était une de mes hot takes du début de la saison. J'ai pas vérifié à quel point elle était réelle ou pas, mais j'avais annoncé une petite saison statistique de Tyreek Hill, sa plus basse en carrière au début de la saison régulière. Et jusqu'à la blessure de Rashee Rice, on était bien parti là-dedans. On voyait qu'en fait, ça utilisait les autres armes et que ça voulait pas aller sur du Kelce à outrance. Fatalement, les blessures ont un peu obligé quand même les Chiefs, pour gagner des matchs, à réinjecter du Travis Kelce dans cette attaque. Mais arrivé en playoff, voilà, on savait que là, ils allaient lâcher la bête, qu'il fallait le surveiller. Et en fait, c'est complètement fou, parce que même en sachant ça, je trouve que les Texans, ils n'ont pas su s'ajuster. Ils ont fait le même type de couverture tout le match, avec notamment, et on le voit sur beaucoup d'images de réception, avec Al-Shahir, pour essayer de couper les passes. Et tu peux pas faire ça. Tu peux pas te faire autant ouvrir par Kelce quand tu sais que le danger va venir de lui. Je veux dire, c'est pas possible, pas pour une défense comme celle des Texans. Ouais, et en même temps, je trouve ça quasi impossible de le couvrir, en fait. Ouais. Il a une telle intelligence de jeu maintenant. Enfin, franchement, la réception où il fait 46 yards de mémoire, 49, c'est juste lui qui voit que c'est une cover 2 et il se met dans la zone idéale pour recevoir le ballon et avoir du champ libre. Donc, voilà. Il y a une connexion entre les deux qui est intangible depuis le début de la carrière de Mahomes. Il se trouve réellement les yeux fermés. Et je pense réellement qu'il est quasi impossible à couvrir, sauf avec un safety hors norme, en fait, quoi. Peut-être un Kyle Hamilton, tu vois, sur lui. Ouais. Peut-être que ça pourrait fonctionner, mais il faut ce niveau de joueur-là pour le couvrir en homme à homme, parce qu'en couverture, il arrivera toujours à trouver une zone pour t'ouvrir. Donc, il est hallucinant. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il faut le marquer en non-stop, presque le doubler en non-stop, quitte à concéder des choses à côté, tu vois. Ça en devient dramatique de dire ça, et je pense qu'un mec comme Mahomes, il finit par trouver une solution quand même. Mais c'est tellement l'évidence de vouloir l'éteindre, enfin... Après, le move qu'il fait sur son touchdown, où tu dis que Al-Shahir, il fait un plongeon, enfin, le move qu'il fait, il n'y a pas beaucoup de tight end dans la ligue, et pas énormément non plus de receveurs dans la ligue qui arrivent à faire ça, quoi. Donc, il feinte il feinte Al-Shahir qui, pour le coup, je trouve, moi, fait une plutôt bonne action, sauf qu'il mange dans la feinte et puis il part dans l'autre sens. Mais en fait, quand il fait la feinte, tu dis, bah oui, Mahomes, il va lancer. En fait, Mahomes sait déjà que Kelce est sur une feinte et qu'il va partir dans l'autre sens. Donc, c'est impossible à couvrir parce que les deux, ils n'ont même pas besoin de se parler. Mahomes sait ce que Kelce va faire à quel moment. Le dernier duo qui s'est trouvé comme ça, c'est Xavi Iniesta. Hein. Clairement, les mecs, ils peuvent jouer les yeux fermés, ils sont dans les espaces, ils te sortent des trucs magiques. T'as beau leur mettre 10 joueurs dessus, de toute façon, ils ont 6 temps d'avance sur tout le monde. Donc, tu rappelles les bons souvenirs.
Ouais, Les émotions, comme on dit. écoute, il y avait de la Ligue des Champions hier soir et ce soir là, donc j'ai un petit bout de ce cœur à côté, d'où la petite ref. Non, franchement, ils sont impressionnants. Écoute, je vais enchaîner avec mon flop du match, vu qu'il est vachement lié à ce qu'on vient de dire et notre double analyse. Je l'ai déjà évoqué, j'ai été déçu du désert complet derrière Nico Collins, côté Texans. On le savait que ça allait être difficile sans Diggs, sans Dell. Ils ont perdu leurs receveurs 2 et 3. Et je trouve que personne n'a su step up. Tu en avais bien parlé, je crois, en fin de saison régulière. Tu parlais d'Hutchinson, je crois. Ouais. Qui notamment était attendu et encore une fois qui est bien trop irrégulier, bien loin des attentes qu'on avait pour lui à son arrivée en NFL. Et très clairement, j'ai trouvé que la deuxième cible la plus fiable derrière Collins, c'était Schultz. Et en fait, tu peux pas aller battre les Chiefs avec Dalton Schultz en receveur 2, entre guillemets, en target 2. C'est dramatique. Nico Collins, vraiment, il s'est battu. Il a fait des choses incroyables. Vraiment, on a un receveur plus qu'élite avec Collins. Mais il était trop seul. Il était beaucoup trop seul. C'était, je le disais tout à l'heure, l'écart entre lui et le deuxième meilleur receveur de cette équipe, il est bien trop énorme. Et ça a coûté très cher aux Texans. Nico Collins qui est dans les listes 2 un peu oubliées d'Anto, on le rappelle quand même. mais je te rejoins, il a fait des réceptions. Il y en a une longue ligne là, juste avant la mi-temps. Elle est ultra impressionnante. Tu sentais qu'il, comme tu as dit, il s'est donné parce qu'il était par moments un peu à court de souffle, donc il sortait sur quelques snaps. Mais heureusement qu'il était là. Et on a senti de toute façon des Texans tout au long de la saison un petit peu en difficulté offensivement. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas au moins l'un des deux, soit Diggs, soit Dell. Après, c'est les blessures, ça arrive à toutes les équipes, mais peut-être que le match en lui-même aurait été vraiment différent avec l'un des deux sur le terrain, parce que ça aurait aussi libéré un petit peu plus d'espace pour Hutchinson, parce qu'il n'aurait pas été couvert justement par McDuffie. On ne peut pas refaire le match, c'est comme à chaque fois, hein, mais dommage pour les Texans. Et moi j'ai bien aimé, par contre, alors, il a que 2 réceptions, mais ce qu'a proposé Mechie en tout cas sur ces 2 réceptions, c'était solide et j'aurais aimé le voir un petit peu plus impliqué dans le plan de match. Alors peut-être qu'il était couvert, j'ai pas eu le temps de regarder toutes les vidéos le concernant, mais c'est dommage parce que je reste persuadé que c'est un receveur, un joueur sur lequel CJ Stroud et l'attaque des Texans doivent s'appuyer. Donc voilà, au moins sur les 2 targets qu'il a eu, il a fait ses 2 réceptions, et pas évident parce qu'il s'est pris un énorme choc sur l'une des 2. C'est pour la saison prochaine, il va falloir s'appuyer vraiment sur lui parce que Diggs est free agent et Dell, on ne sait même pas s'il va revenir la saison prochaine, si c'est déjà une saison oubliée pour lui en 2025, quoi. Donc il va avoir son rôle à jouer. Ouais. Franchement, Dell, j'y crois pas trop. Déjà, le début de saison, ça me paraît surprenant, mais s'il remet un pied sur le terrain la saison prochaine, waouh. En fait, moi, j'en suis déjà à me questionner sur à quel point il va pouvoir revenir à un niveau NFL, mais je suis pas médecin. Donc, on est tous à se poser la question. Vu l'état de sa blessure, c'est... Ouais, la blessure était assez moche. En tout cas, tu parlais de foot un peu fiction, de ne pas refaire le match et voir ce que ça aurait pu donner. Je pense que dans tous les cas, avec ton flop, peu importe ce qu'il y avait en face, les Texans ne pouvaient pas gagner puisque les Chiefs jouaient en fait à 18, 11 joueurs et 7 arbitres, PA. Alors, moi, je voulais pas attaquer directement comme ça. J'ai essayé d'être le plus mesuré possible sur le Discord. Certains étaient déjà beaucoup plus véhéments. Mais c'est vrai que quand tu vois le match, c'est agaçant. C'est-à-dire que je vais pas faire le complotiste du « Ah oui, c'est parce que c'est les Chiefs et tout ». On a vu tout au long de la saison, on a vu sur la dernière dynastie des Patriots. Ok, il y a des moments, c'est avantagé, etc. Tout peut s'entendre, j'ai aucun souci avec ça. Je trouve par contre le problème avec les Chiefs ou ces Chiefs-là, c'est qu'il y a des coups de sifflet qui sont incompréhensibles. Il y a des coups de sifflet qui manquent sur des fautes flagrantes. Genre, il y a un holding à un moment donné, et il me semble que c'est sur une 4e et 2, donc c'est quand même ultra important. Tout le monde le voit, le stade le voit, mais pas les arbitres. Et c'est vraiment dommage parce que moi, ça m'a enlevé en partie le plaisir de regarder ce match-là. Parce que je trouvais qu'il y avait 2 équipes qui
qui jouait bien au football. Je l'ai dit pour les Texans, ça a manqué de réussite, mais ça a quand même avancé à certains moments. Ça a mis en difficulté et ça a mis le doute dans la tête des Chiefs un petit peu. Et ça m'a un peu gâché le match. Et c'est pas tant le fait que ce soit les Chiefs ou pas les Chiefs. C'est vrai que ça commence à être un petit peu assez commun de faire des montages photos, des choses comme ça. Ok, c'est drôle et tout. Mais c'est surtout que ça arrive sur des moments ultra importants, soit des troisièmes et longues, soit des quatrièmes, qui redonnent en fait un first down aux Chiefs, alors que c'est absolument pas mérité. À côté de ça, tu as d'autres matchs, mais ça, c'est sur tous les matchs, et tu sens qu'en fait, il n'y a aucune régularité entre les arbitres. Donc, franchement, c'est pas sur ce match-là, mais c'est plutôt de manière générale. Mais tu vois Lamar Jackson qui se prend un énorme tacle alors qu'il est sorti du terrain, il n'y a pas de flag. Allen qui se prend un énorme coup de casque dans la tête, c'est pareil, il n'y a pas de flag. À un moment donné, je ne sais pas, posez-vous, on en reviendra toujours à la même chose, mais est-ce que les arbitres pros, ça ne serait pas la solution dans une ligue qui brasse des milliards et des milliards? À un moment donné, il faut peut-être arrêter de se foutre de notre tête. Et je vais le répéter, c'est fondamentalement pas contre les Chiefs ce malaise-là, mais c'est vraiment contre les arbitres tout au long de la saison. Et malheureusement, c'est régulièrement les mêmes équipes qui sont avantagées et régulièrement le même ou les mêmes quarterbacks qui sont avantagés. Et c'est dommage parce que je pense que ça enlève, et là je vais faire le focus sur les Chiefs, ça enlève un petit peu cette partie-là d'admiration qu'on devrait avoir pour cette équipe-là, parce que réussir à performer comme ils le font, on rappelle que c'est la 7e finale consécutive qu'ils réalisent, ils sont en passe pour potentiellement toujours remporter un 3e Super Bowl d'affilée. On devrait être en admiration devant ce qu'ils font, d'avoir réussi finalement à modifier aussi leur manière de jouer. Quand en 2019 ils remportent leur premier Super Bowl depuis de nombreuses années, c'est de l'attaque à outrance et feu d'artifice. Andy Reid a réussi à switcher ça, à faire une équipe très défensive et par à coup réussir à mettre des touchdowns et à remporter le match. Et je trouve que ça nous gâche un petit peu ce plaisir-là. Comme à l'époque, ça l'était probablement aussi pour les Patriots. Même moi, étant fan et supporter des Patriots, il y avait des calls qui me dérangeaient en me disant ça me fait chier de gagner un match comme ça parce que sans ce call-là, peut-être que la narrative aurait été différente, et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, ça m'a gâché un petit peu ce plaisir-là. Ça va, un ballon dégonflé, ça a jamais fait de mal à personne. C'était la température. Ouais, mais franchement, pour avoir vu, j'étais chez Alex pour le match, donc je me fais un peu son porte-parole. Lui, il devait être fou. Vraiment, ça l'a rendu ouf. En fait, là où je te rejoins, c'est t'en viens limite à espérer la défaite des Chiefs, alors que c'est une équipe fantastique. Mais juste parce que, en fait, t'en as marre que ça devienne un facteur de l'équation, l'arbitrage. T'as envie qu'ils gagnent juste parce qu'ils sont bons, et les mecs sont bons, ils peuvent gagner sans ça. Et ça rend le truc hyper énervant. C'est pour continuer l'analogie de tout à l'heure, on est sur le Real Madrid de la NFL. Hein. C'est très clairement avec l'arbitrage. Du coup, ça les rend presque antipathiques, et c'est ultra dommage parce que c'est une belle équipe. En tout cas, on va refermer cette parenthèse arbitrage. Mais si ça vous intéresse, allez sur la boutique des Chiefs. Ils ont un 3e maillot blanc rayé noir. Une tuerie. Mais après, pour finir là-dessus, et Doug l'a dit dans le Discord, et je le rejoins complètement, il y a un moment donné où je pense qu'il y a un joueur qui va péter un plomb, vraiment, et qui va faire une énorme connerie en blessant très gravement Mahomes. C'est ce qui risque d'arriver en fait en jouant là-dessus, parce que les joueurs, ils jouent aussi pour gagner un titre, ils jouent pour leur salaire, ils jouent pour leur contrat, et ce sont des humains aussi, avant tout, avec leurs émotions. Et à un moment donné, quand tu sens que tu as de l'injustice, ça peut fissurer. Hein. Enfin, et réellement, moi, j'en voudrais à ce genre-là, mais je pourrais le comprendre, très sincèrement. Et malheureusement aussi, il y a quelques QB qui commencent aussi à en jouer. Je pourrais parler de Josh Allen, mais en l'occurrence, on parle de ce match-là. Mahomes, avant sa fantastique passe pour Kelsey, où il est à l'horizontale, et c'est merveilleux parce qu'on sent que le mec a du talent. Sur l'action d'avant, il fait un énorme flopping. Ouais. Il n'a pas besoin de ça non plus. Donc je pense qu'en fait, c'est une accumulation de beaucoup de choses qui frustrent et qui énervent énormément les fans de football américain, hors fans des Chiefs, les fans des 31 autres équipes, parce qu'il y a un mélange de tout ça, parce qu'il y a des calls qui ne doivent pas être appelés, et qu'il y a une exagération de la part de Mahomes et de l'attaque qui énerve profondément aussi les fans, des fans des 31 autres équipes. Donc, je trouve ça dommage, très sincèrement.
Même les fans des Chiefs, je pense en vrai. Je pense qu'ils préféraient gagner sans qu'on se dise que l'arbitrage rentre en jeu et qu'on arrête Complètement. de parler de ça, parce que en vrai, ça reste une équipe brillante. Mm. On va revenir sur le terrain, PA. On va quand même parler un peu de cet événement qui nous a marqué. Je vais prendre la main, vu que ça va être très très rapide. Moi, j'ai apprécié, et on le souligne souvent en saison régulière, les équipes spéciales du côté des Chiefs, qui ont été bonnes et qui ont été défaillantes du coup côté Texans. Et au-delà de tout ce qu'on a pu dire jusque-là, quand tu vois le petit écart au score, que tu vois ce que le kicker des Texans a laissé en chemin, et à côté de ça, côté Chiefs, typiquement, coup d'envoi du match, tu vois le retour qui est fait, même s'il a failli mal finir, en fait, tu prends 70 yards sur un retour, bah ouais, quand tes équipes spéciales, elles viennent apporter ce petit supplément entre deux équipes où le match-up peut être potentiellement équilibré, et bah ça participe à faire pencher la balance. Et encore une fois, avec ça, les Chiefs montrent que c'est une équipe vraiment complète à tous les niveaux. Pas surprenant de voir Harrison Butker à ce niveau et malheureusement pas surprenant de voir Kemi Fairbairn à ce niveau aussi. Il a une saison de moins bien. Et effectivement, quand les Texans mettent le touchdown au retour de la mi-temps, bah, l'extra point est loupé. Donc, au lieu d'être à égalité à 13 partout, bah, tu es à 13-12 et tu cours encore une fois derrière le score. C'est un petit peu dommage. Ouais, on va voir ce que ça donne pour lui pour la saison prochaine. Pour l'instant, il a un sursis. J'ai fait une faute d'orthographe à son prénom sur sa fiche Pôle emploi, donc il est pas encore viré. En plus, il a un nom de famille hawaïen, je crois que c'est lui, donc il a même le Fairbairn, c'est un raccourci de son nom de famille. Je te tirerai voir sur sa fiche, Ah ouais, c'est un nom très très rallonge. Ouais, en tant qu'employé Pôle emploi, je vais au plus simple. Je mets les 10 minutes. Allez, je vais te laisser parler de ton événement, PA. Moi, mon événement, c'était du coup le retour de la mi-temps avec le touchdown assez phénoménal des Texans. Phénoménal parce que ça a bouffé plus de 10 minutes au chronomètre. Et que c'est très rare de voir ça quand même en NFL. On a eu le cas sur, petit aparté, sur la finale universitaire entre Notre-Dame et Ohio State. Et Notre-Dame a tenu aussi la balle pendant 7 ou 8 minutes, je crois, sur le drive d'ouverture, avec un touchdown. Mais pour revenir à ce match-là, énorme. Enfin, vraiment, ce drive-là. Je me suis dit justement, en retour des vestiaires, attention aux ajustements de la défense des Chiefs, etc. Ils les ont découpés, ils les ont massacrés. C'était magnifique à voir pour le coup, parce que ça alternait jeu de passe, jeu de course. Les jambes de CJ Stroud, tout était bien fait, je trouvais, avec le touchdown final de Joe Mixon. Et dommage qu'ils n'aient pas réussi à capitaliser là-dessus, parce que derrière, effectivement, il y a le touchdown de Kansas City, qui se remettent du coup à 8 points. Donc ça met un petit coup derrière la tête pour les Texans. C'est dommage. C'est dommage pour eux de ne pas réussir à avoir capitalisé sur le reste du match, parce que je pense qu'ils étaient capables de le refaire. Alors peut-être pas sur un temps aussi long, mais cette alternance-là avec Joe Mixon et avec Nico Collins et Dalton Schultz, pour ce qu'il y avait comme receveur, ça aurait pu fonctionner. Par contre, ce que je trouve, pour finir là-dessus, ce que je trouve ultra impressionnant, c'est la D-line des Chiefs qui, malgré les 10 minutes restées sur le terrain, arrive à performer, à garder de l'énergie sur le reste du match. Ça me bluffe toujours autant parce qu'ils le font quasiment à chaque match, tout du moins en playoff. Là où normalement, quand tu passes 10 minutes sur le terrain, même si l'attaque après des Chiefs a gardé le ballon pendant 7 minutes, t'es quand même encore un petit peu essoufflé de l'effort que tu viens de faire. Mais non, les mecs sont retournés et Karlaftis, il a refait son chantier. Donc, ultra impressionnant des deux côtés. Ouais, franchement, pour être transparent, quand j'ai vu ce drive des Texans et que j'ai vu qu'enfin ils prenaient tous les points sur un drive, je me suis dit, ouh, là il y a une ouverture. Mais bon, en fait, les Chiefs et leurs camarades en blanc et noir ont claqué la porte. Allez, on va enchaîner avec le deuxième match et probablement le plus impressionnant, le plus explosif de ce tour, puisque les Commanders, 6e au moment d'attaquer les playoffs, ont fait tomber les Lions à Détroit, 45-31. Les Lions qui étaient la tête de série numéro 1. Ça reste quand même une grosse surprise, quoi. Franchement, on savait que ces Lions
allait avoir une pression particulière à gérer, d'être tête de série numéro 1, d'avoir eu la bye, de devoir se remettre dans le bain, qu'il y avait des absents. Mais il y a pas eu match, en fait. Ça a été assez rapide, effectivement. Ouais. Alors, il y a eu le drive d'ouverture de la part des Lions, et puis après, punt et turnover on downs, et puis après touchdown. Mais ensuite, ça a été compliqué. Ouais. Et du coup, on va attaquer avec nos tops du match. On est forcément dans la même équipe. Je te laisse commencer, puisque toi, tu es allé au plus simple. Tu as été enthousiasmé par l'ensemble des Commanders. Ouais, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, effectivement. Alors oui, ils se prennent 31 points, tout ce qu'on veut, mais c'est une équipe qu'on n'attendait pas déjà en playoff. Ils passent un tour, ils repassent encore un tour en sortant à l'extérieur le first seed. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Enfin, tout le monde a joué à un niveau plus, l'attaque, la défense, ça a accumulé les interceptions, les turnovers, l'attaque, elle, n'a pas fait d'erreur, ça a avancé à la course, à la passe, et c'était juste génial à voir, en fait. Ouais. En tant que supporter neutre, je pense que les supporters des Lions, peut-être moins, mais ouais, c'est bien de voir une équipe comme ça, en fait. Moi, j'avais été assez critique sur le bilan d'intersaison qu'on avait fait par rapport à le recrutement, alors sur le coaching staff, parce que Dan Quinn, j'avais pas beaucoup confiance, sur les joueurs qui avaient été signés. T'en parleras juste après. Et finalement, ils ont visé juste. C'est pour ça que je suis pas en NFL et c'est pour ça qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui sont dans les franchises. Ça a été une année extrêmement réussie et c'est pas fini de leur part. Ouais. Donc chapeau à eux, et pour moi c'est vraiment l'équipe entière qui est dans les tops parce que personne n'a failli. L'attaque, la défense, la special team, tout le monde a été à leur niveau et ça a fait du coup une explosion de points, donc superbe. Quel plaisir d'avoir eu cette prestation-là dans le match qui était en pleine nuit. Vraiment, ça m'a maintenu éveillé de les voir. Non, mais si les 2 matchs avaient été switchés et qu'on avait dû se taper le Texans Chiefs au milieu de la nuit, pas impossible que ça finisse en endormissement à la mi-temps, quoi. Là, vraiment, j'avais envie de voir si les Commanders allaient tenir ou si les Lions allaient enfin agir un peu comme ce qu'ils se sont pris l'année dernière contre les Niners, où c'était eux qui venaient avec leur folie et qui s'étaient fait reprendre par l'équipe un peu impitoyable. Là, je me suis demandé si enfin ils avaient appris à faire ça, et malheureusement, ça a échoué. Comme tu le disais, moi, top du match, j'ai sorti la petite loupe et je la pointe sur Jeremy Chin et Frankie Louvou, 2 des recrues, 2 anciens chatons de la Caroline. Comme j'ai écrit, devenus tigres, ils ont fait un match incroyable en défense, vraiment. Comme tu l'as dit, en fait, toute l'équipe a brillé. On aurait pu ressortir des tonnes de top. Mais ça rejoint ce que tu disais. Je trouve que ça souligne tout particulièrement la réussite de la dernière intersaison. J'ai mis l'accent sur ces 2-là parce que j'avais déjà parlé des corners au tour d'avant où Latimore il s'était fait défoncer et de l'autre côté, Saint-Restil, il avait été énorme. Et tu vois, moi, à l'intersaison, c'était au moment de la draft, j'avais dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec Saint-Restil, quoi? Et en fait, juste le mec, il est incroyable. Il est très, très bon dans ce qu'il fait. Donc voilà, je mets l'accent sur les anciens des Panthers, puisque je rappelle que les Panthers avaient essayé de se constituer une défense de fer, avec notamment une draft il y a 3 ou 4 ans, 100% défensive. Ils avaient un peu tourné la page de ça, et finalement, c'est les Commanders qui en profitent en partie. Donc il y avait ce petit clin d'œil. Et puis ouais, franchement, statistiquement, ils ont eu de l'impact. Ils ont fait très, très mal à tous les niveaux. Ils m'ont laissé sur le cul. Vraiment, je les voyais, surtout Louvou, je le voyais en non-stop. J'avais l'impression de voir son maillot, d'avoir des gros plans sur lui à chaque action défensive. Mais Louvou, effectivement, sur les dernières années avec les Panthers, il était impressionnant. On en parlait avec Franz, qu'on a fait le bilan intersaison. C'était la question, c'est de savoir déjà la possibilité de le re-signer et surtout s'il n'avait pas atteint son plafond. Bon, il semblerait qu'il avait encore un petit grenier à aller chercher. Ouais. Et dans cette défense-là, outre ces 2 joueurs, moi je rajouterais Bobby Wagner et pour faire mon mea culpa, je rajouterais aussi Dan Quinn parce que c'est un véritable cerveau défensif. On voit ce qu'il faisait à Dallas l'année dernière. On voit ce qu'il fait à Washington cette année. C'est pas...
c'est pas que circonstanciel. À chaque fois, la personne qui est au centre de ça, c'est Dan Quinn, et bravo à lui. Ouais, c'est très bien ce qu'il a fait avec cette équipe, avec les pièces rapportées qu'il a eu à la Free Agency, avec la draft qu'il a réalisée. Et tout le monde performe, en fait. C'est ça qui est génial pour l'équipe, pour la défense et pour l'attaque, c'est que les choix de draft qui ont été faits, en tout cas sur les hauts choix de draft, et les mecs en free agent, et ben ça performe sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que ça a bien bossé dans les bureaux. Hein. Ouais, on va pas trop citer son nom parce qu'on a parlé de lui semaine après semaine et que c'est l'évidence. Hein. Mais Jaden Daniels, waouh. D'ailleurs, j'en profite, j'aime bien le petit tacle à Doug qui, à la fin de la preview du tour précédent en NFC, ma dernière question de l'épisode, c'était en playoff, là, tout de suite maintenant, tu prends Jaden Daniels ou Jared Goff? Il m'a dit Jared Goff, sans trembler. Vraiment, il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Donc voilà, bravo pour ta clairvoyance, Doug. Pourtant, vous étiez sur la NFC, quoi. C'était vraiment votre truc à vous, tu vois. La division dans laquelle vous performez, la conférence dans laquelle vous performez, je comprends pas. Non, mais depuis qu'il a pronostiqué les Bucks, il a commencé à trébucher, quoi. Dès le premier tour. Allez, on va passer à notre flop. On va totalement changer d'équipe. Et là, on va pouvoir faire voix commune, puisque comment ne pas parler de la prestation désastreuse de Jared Goff. Waouh! On a déjà vu des chocs dans le sport, il y en a eu plein. Ce ne sera pas le plus gros, pas le plus mémorable. Mais quand même, celui-ci, il a bien piqué les yeux, quoi. C'était... ça a été le maillon faible de son équipe en attaque. Ouais. On craignait peut-être un petit peu ça, parce qu'il avait eu 2-3 matchs cette saison où il était passé à côté, notamment le match contre les Texans, même s'il avait été remporté par les Lions. Je crois qu'il a fait 4 ou 5 interceptions. Enfin, c'était juste monstrueux d'avoir des stats aussi négatives. Moi, je resterais plutôt sur le fumble et sur le pick six. J'expliquerai après pourquoi. Et ça, pour moi, c'est le tournant du match. Le fumble, parce qu'ils sont proches de la end zone et que tu peux au moins partir avec 3 points et au final, tu repars avec rien. Ouais. Et ça remet clairement les Commanders dans le match parce qu'il y avait 7-3 à ce moment-là. Tu repars avec un touchdown, ça leur met directement la pression pour remonter. Peut-être qu'ils l'auraient fait, mais voilà, t'es quand même beaucoup mieux parti. Et puis l'interception, le pick six, à ce moment-là, les Lions avaient que 3 points de retard sur les Commanders et ça passe à 10 points. Donc c'est 2 game changers en première mi-temps. Et pourquoi je m'arrête que sur ces deux-là, c'est qu'on parlait justement des arbitres sur le match précédent. Sur le pick six, l'image a tourné. Hein. Jared Goff, il se prend un énorme coup de casque par justement Frankie Louvou, qui n'est pas appelé. Alors que là, on est vraiment sur... alors, il n'est plus quarterback, hein, parce qu'il est défenseur pour aller plaquer le corner adverse. Mais c'est sur la protection du joueur, c'est-à-dire qu'il se prend vraiment en face à face le casque, et c'est écrit noir sur blanc dans les règles. En fait, c'est interdit de faire ça. Et tu as l'impression que, de toute façon, le drive d'après, il l'a passé dans la tente bleue, et qu'il n'avait déjà pas la tête à l'endroit, et que ça n'a pas aidé. Et pour moi, c'était plus le même quarterback après cet impact-là. Donc, je ne sais pas si ça a joué réellement. J'aurais toujours, moi, ce petit doute-là, parce que oui, la tente bleue, c'est bon, il n'est pas commotionné, on sait comment ça peut être, de revenir un petit peu sur le terrain, même si ce sont des médecins qui sont conventionnés par la NFL et pas des médecins des équipes. Mais tu te prends un choc comme ça, en plus, le choc du casque, il a le choc aussi derrière sur le gazon. T'en sors pas indemne. On a vu des QB qui ne revenaient pas pour moins que ça, quoi. Donc, voilà, moi, je le mettrais en tout cas sur le dos. Et le fumble, parce que t'es en red zone et que tu dois repartir avec des points obligatoirement, et c'est vilain parce que c'est un strip sack. Avec son expérience, il doit protéger son ballon, prendre le sac, et puis next, quoi, tu passes au jeu d'après. Et puis le pick six, elle est vilaine. Hein. Enfin, sincèrement, la balle, je sais pas. Enfin, si, on sait qui visait, mais elle est très mal lancée. C'est même pas un vrai bon jeu défensif parce que c'est une couverture de zone. Le receveur est bien dans la zone, il est libre, et la passe, elle est juste immonde, quoi. Elle est surdosée, elle est trop en hauteur. Repartir après ça, les Lions, ils ont eu beaucoup de courage, hein, parce que sur le drive d'après, ils mettent un touchdown, mais puis, malheureusement pas aidé par leur défense, mais ils ont quand même réussi à se remettre dans le match,
C'était pas évident, mais voilà, c'est deux game changers parce que là-dessus, les Commanders ils capitalisent directement parce qu'ils mettent 14 points. Et on pourra même pousser sur les 5 turnovers, ils mettent 21 points. Quand le match il se joue à moins de 21 points, tu peux partir du principe que oui, l'attaque a mis dans la sauce clairement l'équipe des Lions. Ouais, non mais c'est sûr, hein, je te rejoins. C'était probablement pas le même joueur à son retour. Peut-être qu'il était meilleur après le choc. Mais justement, ça aurait pu lui remettre les idées à l'endroit, mais vraiment, non, ça a trop bousculé, vraiment, quoi. J'en suis venu à me demander si finalement Bridgewater sur le terrain, c'était presque pas un truc qui aurait pu créer un déclic. Là où j'en veux à Goff, au-delà des moments du match, des erreurs plus ou moins coûteuses, c'est que contrairement aux Texans, il a des armes à foison. Il a un Jahmyr Gibbs qui te sort un match, le gars au four et au moulin, mais j'ai rarement vu un running back aussi impressionnant dans une défaite, parce qu'en général, quand tu es mené, c'est encore plus dur de produire, mais là, lui, il était sur la lune. Saint Brown, on connaît sa fiabilité. Jameson Williams, ça reste un mec où quand tu le mets dans les bonnes conditions, et comme sur sa course qui apporte un TD, c'est assez incroyable. Et même Laporta a fait du très très solide. Bon, après, Jameson Williams, quand il s'improvise quarterback, ça devient tout de suite plus compliqué. Et tout de suite, il ressemble un peu plus à Jared Goff déjà. Mais non, là où je lui en veux, c'est que même si tu encaisses ces 45 points, comme tu le dis, il y a des erreurs qui coûtent très cher. Et finalement, est-ce que là, tu n'es pas dans un match que tu pouvais gagner 48-45, 51-45 ? Enfin, franchement, on a souvent eu cette discussion, et on ne peut pas le réduire à ça, de savoir qui avait gagné le trade entre les Rams et les Lions, entre Goff, Stafford. Et on se dit toujours c'est un trade gagnant-gagnant parce que à côté de Goff, les Lions ont récupéré des tonnes de pics qu'ils ont réussi à bien convertir. Mais tu vois, tu prends un Matthew Stafford dans les mêmes conditions, je pense qu'il n'y a même pas match. Je pense que l'écart de talent entre Goff et Stafford fait qu'il n'y a même pas match. Enfin, quand je dis il n'y a pas match, les Commanders font peut-être une prestation super belle, mais je pense qu'en fait, les Lions, ils assument leur statut. Et encore une fois, j'ai taclé ceux qui l'ont mis un peu haut, mais les tacles en interne, c'est autorisé. Quand on a fait le top 10 des quarterbacks, on ne pouvait pas avoir Jared Goff aussi haut. En fait, c'est pas possible. Oui, c'est un bon game manager. Oui, il avait déjà emmené une équipe, mais surarmée en défense au Super Bowl. Et oui, il s'était déjà écroulé au Super Bowl. Et en fait, à chaque fois que tu es dans ce fauteuil du favori, tu as un écart entre cette classe de QB qui sait gagner ou dont on pense qu'ils vont gagner, et un mec comme lui où en fait, avant même d'attaquer les playoffs, moi, j'ai pas cru une seule seconde que les Lions pouvaient aller jusqu'au titre. Ça a jamais, enfin, dans ma hiérarchie des équipes, mais les Lions, en étant premier de NFC, n'apparaissaient pas dans mon top 3 des équipes pour gagner. Tu vois, j'avais Eagles, Chiefs et Bills bien au-dessus des Lions. Pour moi, c'était même pas dans le même tiers. Et ça, c'est bien sûr, il y avait les absences défensives, mais aussi parce que, on l'a dit, on l'a répété, en dehors de la saison Nick Foles avec les Eagles, regardez les QB des équipes qui ont gagné les titres sur ces 25 dernières années, et il y a tous les quarterbacks qui gèrent ces équipes-là sont des QB meilleurs que Jared Goff. Et il y a eu beaucoup de Mahomes et beaucoup de Brady aussi. Mais... Ouais, mais tu vois, il y a eu Breeze, il y a eu Big Ben, il y a eu toute la palanquée de Manning, il y a eu Rodgers. Enfin, à chaque fois, tu es sur des noms où quand tu t'appelles Jared Goff, tu tiens pas la comparaison. Même eu du coup maintenant Matthew Stafford, qui pour moi est aussi une classe au-dessus. Enfin, je veux dire, vraiment, en dehors de Nick Foles, et qui te fait un run incroyable, et qui est pas un clown non plus, tu vois. On savait qu'il pouvait sortir des bonnes perfs sur 3-4 matchs. Sinon, il y a que des mecs solides, quoi. Ou qu'ils l'étaient, en tout cas, au moment où ils ont gagné leur titre. Donc voilà. C'est triste pour Jared Goff, mais je pense que les Lions doivent tourner la page aussi, au-delà du coaching. Ils doivent tourner la page Jared Goff. Ouais, mais prendre qui à la place ? Parce que là, leur choix à la draft va être relativement bas à la fin du premier tour. C'est compliqué. Après, en free agency, il lui a signé un contrat de 4 ans. C'est compliqué là de s'en séparer.
C'était une erreur. Et peut-être que là, ils doivent faire l'inverse de ce qu'ils ont fait à l'époque avec Stafford, où quand ils l'ont lâché, ils ont récupéré beaucoup d'assets avec un quarterback de transition pour reconstruire. Peut-être que là, tu dois hypothéquer ton avenir, tes 2 ou 3 premiers tours, des deuxièmes, machin, et qu'en fait, tu dois aller pousser dans une équipe où ça fonctionne pas encore, mais sur un QB avec plus de talent. De faire une Rams, quoi. D'inverser Ouais. le truc. Exactement. Ouais, mais c'est Exactement. difficile parce que tu es obligé de te débarrasser du contrat de Goff. Et tu viens de le signer. Ouais, bien sûr. Je dis pas que ça va être simple, mais je suis persuadé que tu as des équipes où si t'es pas sûr de gagner ou que tu te dis bon bah ça vaut le coup de commencer quitte à absorber Jared Goff ou si derrière tu récupères des tonnes de picks sachant que c'est un all-in côté Lions, tu dis bon bah voilà, quitte à ne pas prendre le pick de l'année prochaine mais de prendre je sais pas par rapport à la NBA sur combien d'années ils peuvent prendre les picks, mais peut-être que tu te dis bah ok, ils vont faire un all-in maintenant, ils ont tel joueur qui sont encore dans leur contrat rookie, il va tous falloir les payer dans 2-3 ans, donc peut-être que si je prends leur pick de dans 3 ans, puis leur pick de dans 4 ans, et des palanquets de 2 ou 3e tour, peut-être que je m'en sors bien. En tout cas, je pense qu'ils doivent faire un all-in, et je pense que tu peux trouver preneur. J'ai une proposition. Ah, j'aime quand on vient avec des propositions. J'étais en train de me faire les équipes dans la tête. Un swap avec effectivement des tours de draft. Trevor Lawrence, Jared Goff. Ouf. Alors, moi j'ai un avis qui serait de dire que Trevor Lawrence a plus de talent, même si pour l'instant ça ne s'est pas assez bien exprimé. Mais oui, en plus typiquement c'est le genre de truc qui pourrait ne pas coûter si cher. Et les Jags en fait auraient tout intérêt aussi peut-être à tenter autre chose et à récupérer ces pics-là. Donc ouais, je regarde la liste. Putain, c'est. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en fait avec un vrai bon QB qui sont pas en course pour aller en playoff. C'est ça le souci. Tu vois, dans ma tête, j'avais les Jets pour récupérer Goff, mais en fait, le sens inverse, ils récupèrent aucun QB, les Lions. Donc eux, ils se ferment directement la fenêtre de titre. Et les Jets, ils se réouvrent une fenêtre de titre avec Goff. Mais il n'y a pas d'équipe avec un super QB qui sont vraiment dans la panade, donc c'est compliqué. Ouais, qui sont dans la panade, ouais. Effectivement, tac, Bills, non, aller chercher Tua, ça sert à rien. T'as les Cardinals avec Kyler Murray, mais c'est toujours la même chose. T'as l'impression de connaître aussi un peu son plafond. T'as l'impression que c'est pas lui qui te ferait gagner un titre. C'est ça que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, est-ce que c'est pas l'avis qu'on avait sur Stafford à l'époque où il était chez les Lions? Bon, il avait montré quand même des très belles choses avec le peu de casting qu'il avait autour de lui. Quand même. Je rappelle que j'ai mis Stafford sur mon podium des QB avant saison, donc j'ai bien conscience de ça. Mais je me demande si Kyler, aussi plafonné soit-il, n'a pas une petite magie où tu te dis que sur un run, peut-être que... Bah, il a le jeu de course que Goff n'a pas et n'aura jamais. C'est ça, en fait, pour moi, sa limitation, au-delà du... Parce que je pense que ça reste un super QB qui a des beaux lancers, qui sait faire à peu près tout ce qu'il faut en tant que quarterback, mais il n'a pas du tout cette mobilité. Et quand tu arrives en playoff où tu as la pression adverse qui écrase complètement ta ligne offensive, quand bien même elle soit top 3 de la ligue, bah, à un moment donné, il faut réussir un petit peu à sortir de la poche, à gagner des yards avec tes jambes. Et Goff, il ne pourra jamais le faire. Et j'ai l'impression de toute façon que toutes les équipes maintenant vont se tourner sur ce type de quarterback. Pas forcément des Lamar Jackson, mais des mecs qui ont la possibilité de sortir de leur poche, comme peut très bien être de manière très, très parfaite, je dirais, Mahomes, parce que j'ai l'impression que lui, c'est un cyborg et qu'il a tout, comme dit, un rating à 99, comme pourrait mettre Madden. Mais tu as vraiment l'impression de maintenant qu'il faut un QB un tout petit peu mobile, qui puisse échapper à la pression et gagner une demi-seconde, une seconde supplémentaire pour trouver son receveur, ce que Goff n'aura jamais. Ouais, en tout cas, j'aime beaucoup l'idée Trevor Lawrence. J'en ai une autre aussi, pareil. Je vais peut-être fâcher des gens, mais à voir dans leur situation financière et vu l'âge des joueurs, où vont les Niners? Voilà, un petit Brock Purdy comme ça qui traîne dans le coin. Je suis qui a plus de mobilité que Goff, ça. Ouais, je me demande si Purdy à terme ne peut pas être un Goff ++, bien que je ne suis pas le plus grand des fans de Purdy, mais je demande à voir. En tout cas, l'idée Trevor Lawrence me ravit puisque non, mais ce serait l'occasion pour moi de vérifier mes théories. Est-ce que Trevor Lawrence, dans un beau contexte et avec des armes, peut faire gagner une équipe?
Là, j'avoue, ça me fait rêver. Je vais lancer un hashtag trade for Trevor. Dan Campbell, si nous écoute. Bien sûr qu'il nous écoute. Bien Alors, sûr. écoute, on a fait un peu le tour de ce match. Je te propose qu'on enchaîne avec le troisième match qu'on avait eu au programme, le déplacement des Rams, et on a beaucoup parlé de Stafford, sur le terrain des Eagles. Les Eagles se sont imposés 28-22 dans un match que j'ai trouvé très très étrange. Je vais te laisser parler de ton top en premier. Mon top, je suis parti sur la défense de Los Angeles. Parce qu'on les attendait face à une ligne offensive supérieure à ce qu'ils avaient rencontré le tour précédent. Et puis, ils ont martyrisé Jalen Hurts, encore une fois. Ils ont fini avec 8 sacs, si j'ai bonne mémoire. Bien répartis en plus, Jared Verse qui avait fait un petit peu polémique avant le match en critiquant les supporters des Eagles, en disant que le vert, c'était pas une belle couleur, tout ce qu'on veut. Il les a portés sur le terrain, clairement. Il s'est montré, le monsieur. Et puis, malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un extraterrestre. Ça sera ton top. Mais j'ai trouvé dans l'ensemble qu'ils avaient réussi à très bien limiter le jeu de course. Sauf qu'ils sont tombés, comme j'ai dit, face à un extraterrestre qui, sur 2-3 courses, les a tués, vraiment. Enfin, il les a mis plus bas qu'ils ne l'étaient déjà. Mais de manière très globale, et si ce n'était pas contre Barclay, je suis assez persuadé que les Eagles ne seraient pas passés. Vous voyez ce que j'ai dit là sur le match de Jahmyr Gibbs, là on est par là. Puis là d'un coup on a Saquon Barkley qui est venu comme ça. On n'a plus les mots à force. On en parle à chaque tour, on dit qu'il va falloir le surveiller. La défense des Rams, ça fait un boulot, mais monstre. Si vous avez regardé le match sur Bein, les commentateurs l'ont hyper bien souligné. La défense des Rams l'a hyper bien contenu, sauf sur 2 ou 3 courses. Et c'est des courses où ils ont mangé 50 yards et plus quasi automatiquement et qu'on finit par apporter des points. C'est une menace constante. Et il apporte tellement de danger que ça a permis notamment à Jalen Hurts d'ouvrir le score. Le nombre de fois où Hurts feinte la remise et tu vois tout le bloc qui fait un pas de côté dans la direction où va Saquon, je veux dire, au bout d'un moment, quand tu as ce genre de menace qui pèse, tu peux rien faire. Ça m'a fait rire quand j'ai lu le conducteur avant qu'on commence cet enregistrement. Je me suis dit, s'il n'y avait pas le score au bout, avec ce que tu as mis dans le conducteur, on a l'impression que les Rams ont gagné le match. Parce que je trouve qu'ils l'ont gagné. Alors sur le score, non. Mais oui. Mais sur ce qu'ils ont montré sur le terrain pendant 60 minutes, je trouve qu'ils l'ont gagné. Ouais, je suis d'accord avec toi, alors que pourtant je voyais des Eagles très très bien. Mais oui, les Rams ont fait un beau match et ils ne le gagnent pas parce que en face, tu tombes sur des cailloux qui sont incroyables. Je sais pas quel niveau de talent a Jalen Hurts, par exemple. Il a encore pas été incroyable de A à Z, mais le play qui te sort et qui t'apporte 7 points dans un match comme ça, en fait, ça a trop de valeur. Saquon, ça a trop de valeur. On parlait de la relation avec A.J. Brown. Encore une fois, A.J. Brown, il fait pas un beau match, on le voit pas beaucoup. Le gars fait 2 catchs, il y en a un, je me rappelle plus du nom du match, mais qui est capital. Ouais. Enfin, même Devonta Smith, qui lui, du coup, est plus trouvé. Enfin, avoir un receveur 2 du niveau de Devonta Smith, on en parlait tout à l'heure côté Texans, mais un Devonta Smith à côté de Nico Collins, le match n'est pas le même. Donc, je te rejoins. Il y a cette impression où les Rams avaient une ouverture, étaient peut-être même un peu meilleurs, étaient probablement mieux coachés. Ils ont même eu une balle de match. Ils ont eu un drive pour la gagne, ou au moins pour l'égalisation. Les conditions n'ont pas aidé. Mais franchement, le niveau de talent individuel qu'il y a du côté des Eagles, c'est incroyable. Et du coup, j'enchaîne avec mon flop. Moi, j'ai mis les playmakers des Rams parce que je trouve qu'ils ont souffert un peu de la comparaison. Stafford fait pas un mauvais match, mais il perd un ballon capital. Kyren Williams fait pas un match horrible non plus, il perd un ballon capital. Cooper Kupp, malheureusement, je l'ai trouvé un peu en dedans. Et même Nakua, sur le volume de targets, je crois qu'il a 14 targets, 6 réceptions. Alors oui, il y avait la neige, les conditions étaient horribles.
Mais en fait, les quelques-unes qui captent pas, elles ont coûté cher aux Rams. Vraiment, il lui en fallait 2-3 de plus. Ça s'est joué à des détails. Vraiment, c'est la pièce que tu jettes en l'air. C'était le 51-49, c'est tombé côté Eagles. Mais les Rams avaient une possibilité de gagner. Et la défense, comme tu l'as très bien dit, a fait un boulot monstrueux. Et c'est les playmakers de l'attaque qui, quand on a fait la preview avec Doug, on l'a dit, hein, les deux attaques en termes de talent, c'est pas si loin sur le papier. Franchement, Kyren Williams, top running back, Stafford et Hurts, ils sont pas comparables dans les styles, mais voilà, des bons QB. Les dieux de receveurs sont incroyables. Et ceux des Eagles ont fait le boulot là où ceux des Rams ont loupé une marche. Ouais, après, il y avait les conditions difficiles, mais oui, je te rejoins. je te rejoins. Ça a un petit peu raté sur ce point-là. Ouais. Et bah, du coup, conditions difficiles qui ont peut-être influencé aussi toi ce que tu as mis dans tes flops. Hein. C'est un flop parce que on en avait parlé en tant que quasiment Factor X, on savait pas ce qu'allait donner le jeu aérien des Eagles. Et en fait, dès le début du match, le jeu aérien n'a quasiment pas été sollicité alors que le temps le permettait encore à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc, ce que je disais, les Rams je trouvais enfin un bon match défensif. Ils finissent quand même avec 280 yards à la course contre eux. Parce qu'il y a 3 big plays. Alors oui, il y a les 3 big plays, tu peux pas les enlever et c'est la même chose. Enfin, tu peux pas retirer les très bonnes actions des attaques en disant « Ah bah si on enlève 80 yards, bah finalement il n'a pas avancé. » Bah oui, mais ces 80 yards, ils existent. Si tu enlèves les 200 yards de Saquon Barkley, bah ouais, c'est la même chose, mais ils sont présents. Mais ils se prennent 3 énormes jeux. Donc comme tu disais, sur le drive d'ouverture, 44 yards de Jalen Hurts. Il y a un touchdown, il dure 1 minute 34, il y a 3 jeux, 1 minute 34, et c'est Saquon qui fait 62 yards, et puis le dernier touchdown qu'il met quasiment sur la fin du match, où il fait plus de 80 yards. Au-delà de ça, on n'a rien vu offensivement, et je le répète, ça existe, donc ils l'ont mérité aussi, mais offensivement, j'ai trouvé que c'était moche ce qu'ils ont préposé. Alors il y a eu, oui, effectivement, les conditions climatiques, on y reviendra après sur l'événement du match, mais même avant ça, quoi, même avant le 3e quart-temps où il y a eu du blizzard et tout ce qu'on veut, c'était pas beau à voir. Et les Rams étaient vraiment dans le match. On rappelle qu'à la mi-temps, les Eagles, ils n'y mènent que de 13-10. Donc, c'est difficile. Et en fait, je me dis que peut-être que le match-up contre les Commanders, c'est peut-être le meilleur match-up pour les Commanders. Ok. J'aime bien cette prise de position. Je suis partagé parce que je comprends ce que tu dis et je te rejoins. Hein, cette attaque, elle n'a pas été flamboyante. Et je me dis, et en même temps, gagner un match dans ces conditions changeantes, ils inscrivent quand même 28 points. Et en fait, quand tu regardes le tableau final, tu te dis, oui, bah, pourquoi tu lances si Saquon peut faire 250 yards par match? Je le rappelle, le jeu aérien, c'est plutôt en première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, effectivement, déjà, d'une, il n'y avait pas les nécessités parce que tu étais au score. Ouais. Et de deux, le temps ne le permettait pas. Mais en première mi-temps, ils n'avancent pas. Hein. En milieu de touchdown, c'est un punt, et c'est un punt. Et le touchdown de Saquon de 64 yards. Ouais. Mais dans le jeu aérien, ça n'avance pas du tout. Et je me dis qu'en fait, une équipe comme ça, peut-être qu'ils vont me faire mentir, hein, mais je ne les vois pas aller au bout en fait en jouant comme ça, en ayant trop de limitations sur le jeu aérien. Ouais. Et je suis un peu inquiet pour Jalen Hurts. J'ai pas l'impression qu'il se remette. On a l'impression qu'il est toujours diminué en matière de lancer. Et encore une fois, hein, on veut pas alimenter des polémiques puisque toute la NFL nous regarde. Mais cette relation Hurts et Gibran, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il peut être si peu ciblé, si peu mobilisé. Alors, est-ce que les Eagles sont en confiance et ils se disent « Vous inquiétez pas, dans le cahier de jeu, on vous prépare un truc de malade pour le Super Bowl, on va y aller tranquillement. » Et il va être MVP du Super Bowl avec 2 TD pour 11 réceptions et 147 yards. Ça ferait mal aux fans des Titans que je suis. Mais non, j'avoue que je comprends pas non plus. AJ Brown, il est blessé sur la fin de saison. Il y avait un vrai doute sur sa participation la semaine dernière, déjà sur le match de play-off. Il a joué, mais tu sens qu'il est diminué. Il est, je pense même, très fortement diminué. Ils font jouer parce que derrière, tu n'as quasiment personne. C'est pas Jalen Dodson qui va faire... Enfin, c'est pas lui ton receveur 2, parce que de manière automatique, du coup, ça serait
Merde, j'ai loupé son Devonta Smith qui serait receveur 1. Je pense qu'ils le font jouer parce que au bloc, il fait le taf. Par séquence, il peut avoir un catch important. Comme on l'a dit, il a eu un catch sur une 3e et 4 qui permet d'avoir de nouveau un first down. Il va jouer là-dessus. Mais pour moi, ouais, il joue vraiment blessé, Jay Brown, et l'attitude n'est pas hyper bonne non plus. Je suis assez d'accord là-dessus, par contre. Ah ouais, l'attitude. C'est un problème, hein, depuis 1 an ou 2 ans, hein, tu vois déjà l'attitude sur le banc de touche, c'est compliqué. Tu as vraiment l'impression que la relation avec Hurts, elle est nauséabonde, quoi. Enfin, j'avais pas le sentiment qu'il était comme ça chez les Titans. Peut-être que tu pourrais mieux m'en dire, mais J'ai quand même l'impression de voir le petit frère de Diggs, hein, mais moi, je suis persuadé qu'un jour il va finir par partir parce qu'il va se sentir sous-exploité et qu'il va faire la même merde ailleurs, quoi. Tu sais où il va aller? Oh, il va venir chez les Pats, bah oui. La connexion avec Mike Vrabel, c'est déjà sur tous les insiders sont en train de dire faut qu'on tente le truc, il s'adore avec Vrabel. Je saurais pas quoi dire là-dessus, mais ça m'étonnerait pas. Franchement, en plus, incroyable, tu mets Devonta Smith receveur 1, vous leur envoyez un petit package avec tous vos receveurs 3, là, vous en trouvez 1 plus un pic ou 2 plus un pic à mettre quelque part. Il y a moyen de refourguer une soupe un peu dégueulasse aux Eagles, là, ça peut se tenter. Hein. Je vous envoie Javon Baker, c'est tout ce que je peux envoyer. Oh, bah, je le garderai, j'aime bien Baker. Il nous reste l'événement. Écoute, on peut parler des deux, mais on peut reboucler avec un petit mot dessus. Moi, j'avais mis l'arrivée de la neige, et ça rejoint ce que tu dis, ça a influencé sur le jeu de passe, mais surtout, je trouve que ça a avantagé très très fortement les Eagles, et pas que parce que de toute façon ils y allaient pas à la passe, mais c'est surtout parce que même du côté des Rams, ça a coupé des armes. Leur meilleur moyen pour remonter, c'était de laisser Stafford sortir les passes magiques qu'il a l'habitude de faire quand il faut les faire à Kupp et Nakua, et en fait les conditions ont fait que ça a rendu cette possibilité beaucoup plus compliquée à réaliser. Et du coup, je vais te laisser parler, ça rejoint le tien, mais ils ont dû énormément courir, énormément mobiliser Kyren Williams, et ce combo neige plus joueur qui de temps en temps perd quelques ballons leur a coûté cher. Ouais, cher parce qu'il y a eu 2 fumbles consécutifs sur 2 drives consécutifs en deuxième mi-temps. L'un par Kyren Williams, qui est quand même un habitué du fait. Hein. J'en avais pas parlé lors de la preview, mais cette saison, c'est un des running backs qui a fait le plus de fumbles derrière Ramondre Stevenson, de mémoire. Donc, s'il est coutumier du fait, c'est dommage. Les conditions n'ont pas aidé. Et sur le drive d'après, c'est Stafford qui fumble. Et sur ces 2 actions-là, les Eagles n'avancent pas trop et finissent avec 2 field goals. Le score se finit avec 6 points d'écart. Alors, évidemment que ça change aussi toute la narrative, bien évidemment. Je veux dire, s'il n'y a pas ces 2 field goals, peut-être que les Eagles arrivent à driver pour mettre un touchdown. Peut-être que les Rams ne mettent justement pas ce touchdown-là à la fin du match. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, mais quand tu es en playoff, faut absolument gagner cette bataille des turnovers, et je vais en parler sur ce match-là. Mais les 4 équipes qui ont gagné, qui sont passées, ont remporté la bataille des turnovers. Les 4. Et pourtant, les 4 équipes qui ont gagné ont été les 4 équipes qui ont eu le moins de yards dans leur match. Ouais. Donc ça montre vraiment l'importance de garder le ballon au foot américain. C'est une Madeleine de Proust, quoi, de dire ça. Voilà, mais il faut éviter les turnovers, les interceptions, les fumbles, etc. Et bah, là-dessus, les Rams, ils ont peut-être plus subi, comme tu disais, les conditions météorologiques. Mais c'était la même pour les 2 équipes. Et les Eagles, je trouve, se sont mieux adaptés et ont réussi à faire les jeux qu'il fallait pour réussir à s'en sortir. Ouais, je comprends du coup pourquoi t'es pas adepte de ma théorie de l'évolution, de multiplier les passes latérales de temps en temps sur les plays. Là, si t'as un cahier de jeu où il y en a trop dans des conditions comme ça, tu commences à te retrouver limité. Ouais. Allez, on va passer au dernier match qui avait lieu pour ce tour. C'était le gros duel entre les Ravens et les Bills, qui allait pouvoir aller embêter les Chiefs, qui auraient l'honneur d'affronter les Chiefs en finale de conférence.
et les Bills ont gagné 27-25. Franchement, je vais commencer avec mon top, et je le dis tout de suite, je me suis pas foulé, j'ai mis Josh Allen exactement pour la raison que tu viens de dire. C'est que d'un côté, tu as un QB qui a perdu des ballons et qui s'en est voulu après, qui l'a dit. J'ai fait de la merde, Lamar Jackson. Et de l'autre, un Josh Allen que je trouve dans un niveau de maîtrise. C'est vraiment, il est impressionnant. Il est impressionnant. Ce qu'apporte Josh Allen à cette attaque qui, quand tu prends vraiment les noms sur le papier, est loin d'être la plus impressionnante de la ligue. Je trouve que ça s'est particulièrement matérialisé dans ce match, quoi. C'est, je lui trouve une maturité dans ses prises de décision notamment, et un leadership. Et en fait, ce combo entre ces deux choses-là font que on savait qu'il avait du talent, capable de lancer la balle, de courir, mais vraiment, c'est dans ces aspects de dépassement de soi, dans les gros moments là, où il m'a mis une claque. Et je trouve que sur ce match, ça a été particulièrement maîtrisé. Donc voilà. Autant je suis pas allé sur les raccourcis Jayden Daniels, autant là, j'y vais. Josh Allen, il m'a régalé. Je te rejoins, tu as utilisé le terme que je veux dire, maturité. Tu sens que là, il a atteint vraiment son niveau à lui, son niveau où il comprend tout le jeu, il s'adapte. Il dit, bon, le jeu de passe, il est un peu coupé. Et j'ai un super coureur à côté de moi. Je vais le faire croquer. Et puis, il s'en fiche des stats. Vraiment, cette impression, et tu l'as cité pendant l'émission, mais cette impression que le départ de Diggs a libéré tout le monde. Enfin, Josh Allen en premier, puisque les autres receveurs sont arrivés pendant la free agency, mais a libéré Allen, a libéré le coordinateur offensif, a libéré vraiment toute l'attaque. Cook également, dans l'absolu. Et ça fait du bien de le voir comme ça, parce qu'il partait quand même avec beaucoup de défauts lors de sa draft. Et c'est bien aussi de voir un joueur comme ça, notamment sur ce poste très important de quarterback, d'un mec qui a passé les étapes au fur et à mesure. Il s'est pris des énormes claques. Son premier match de playoff, on peut s'en rappeler, c'était contre les Texans. Il avait complètement fissuré psychologiquement, mais vraiment, hein, son troisième, quatrième quart-temps, c'était horrible. Il a appris de ses erreurs, il s'est pris des claques contre les Chiefs, contre les Bengals, et il revient à chaque fois. Et là, cette saison, tu as l'impression que tu as affaire à un mec qui est sûr de sa force, qui est sûr de ce qu'il doit faire, et qui fait quasiment aucune erreur, quoi. Enfin, en tout cas, sur ce match-là, il a fait aucune erreur. Donc, c'est beau à voir. Un mec qui est dans la plénitude de son talent, et tu sens vraiment, c'est son prime, quoi. Alors, peut-être que son prime va durer qu'1 an. On l'espère pas, parce que je le trouve génial à voir jouer, réellement. Mais c'est bien pour les Bills d'avoir un QB comme ça. Non, mais en fait, Josh Allen, c'est le gars, pendant toute sa vingtaine, il a été dans une relation toxique. Il vient enfin de s'en sortir, il arrive à sa plénitude, et là, il envoie du très très lourd. Non, mais franchement, c'est dingue comment, quand tu l'as dit, hein, t'enlèves Diggs, t'as l'impression que ça a libéré tout le monde en attaque. Parce que quand t'as un mec qui est pas là, à chialer sur le bord du terrain, à dire pourquoi c'est pas moi qui ai eu la balle, forcément, ça ouvre des possibilités. Et on l'a toujours dit, hein. Côté des Chiefs, ce qui fait aussi qu'ils sont aussi forts depuis des années, il suffit de voir ce qui s'est passé avant et après Tyreek Hill. En fait, ils ont continué à gagner après Tyreek Hill. Alors oui, il y a toujours Kelce, mais Kelce n'est pas un mec avec un ego démesuré à vouloir tous les ballons. On l'a souvent dit, en fait, Mahomes, il n'est jamais aussi fort que quand il a plein de possibilités et que ça le rend illisible. C'est exactement ce qu'on veut. Et là, Allen, il atteint ce même truc où on préfère le voir avec plein de bonnes armes qu'avec une excellente arme qui vampirise tout et qui empêche les autres de s'exprimer. Oui, et puis c'est plus facile pour une défense de défendre justement sur un joueur élite, comme Nico Collins avec les Texans, parce qu'il y avait rien autour aussi. Diggs, il vampirisait peut-être le meilleur corner, ou alors quand il était justement double teamé, d'avoir le deuxième et le safety. Mais derrière, il n'y avait pas de receveur qui arrivait à step up. Et Khalil Shakir, voilà, il est devenu cette soupape de sécurité en plus des tight ends. Mais c'est pareil, ça va aussi dans la progression, je dirais, logique des joueurs draftés. Et Shakir, il avait été pris au 3e ou 4e tour. Le mec, c'est normal aussi qu'il prenne du temps pour atteindre un certain niveau. Mais peut-être aussi que le niveau qu'il a atteint cette année est lié au départ de Diggs, parce qu'il jouait à peu près dans les mêmes zones. Et que Diggs, tu l'as dit, alors je ne sais plus qui l'avait dit, mais je sais que c'est sorti dans la presse, où il disait c'est bien de ne plus avoir un mec qui regarde la feuille de stats. Ouais.
J'ai un doute que ce soit Josh Allen, c'est pour ça que je ne veux pas te dire son nom. Il me semble que c'était lui, mais j'ai un énorme doute. Mais c'est réel, quoi. C'est réel et je pense réellement que ça fait du bien à ce type de joueur. Ouais, peu importe de qui ça vient, je trouve que c'est parfaitement résumé, quoi. Ou comme le disent nos amis spécialistes du basket de chez Trash Talk, c'est quand le nom à l'avant du maillot est plus important que le nom à l'arrière du maillot que ça fonctionne bien. Et pareil, je trouve que ça résume excellemment bien la situation chez les Bills. PA, je vais te laisser parler de ton top du match, puisque toi, tu vas tranquillement sur le banc de touche. Ouais, moi, je vais faire mon côté hipster, c'est normal, 4e match, on y va, quoi. Voilà. Bah, sinon, c'est pas une émission sans hipsterisation. Moi, je suis parti sur la doublette Joe Brady, l'offensive coordinateur des Bills, et Zach Orr, le coordinateur défensif des Ravens. Parce que les deux nous ont sorti un match, j'ai trouvé stratosphérique. Brady, sur la première mi-temps, il a démonté littéralement la défense des Ravens par ses appels de jeu, associé aussi à un chef d'orchestre comme Josh Allen, on l'a évoqué. Et Zach Orr, en retour des vestiaires, il a été phénoménal, j'ai trouvé, sur ses appels de jeu. Sa défense s'est adaptée, ça a mis beaucoup plus la pression. Et les Bills, on a commencé à avoir peur parce que pour le coup, eux, ils n'avançaient plus du tout. Et au 4e quart-temps, Joe Brady a trouvé des solutions pour avancer. Et oui, ça ne s'est pas finalisé par des touchdowns, mais ça s'est finalisé par deux field goals qui leur permettent d'avoir 2 points d'avance à la fin du match. Donc vraiment, cette bataille-là, en fait, entre les deux coordos opposés, je trouvais ça magnifique personnellement. Et c'est aussi pour ce genre de match qu'on regarde jusque tard la NFL, parce qu'on s'attendait à un match ultra serré entre les deux. On était vraiment très, très hypé, je pense, toute la commu NFL pour ce match-là. On n'a pas été déçus. Il y a eu les joueurs sur le terrain et il y a eu les coordos qui ont aussi fait leur taf. Et je trouvais ça bien, moi, de les mettre en avant. Parce que Joe Brady, on l'avait évoqué avec Alex, peut-être que là, il a décroché un poste de head coach pour l'année prochaine. Et Zach Orr, il prenait la suite de Mike McDonald qui est parti head coach chez les Seahawks. On avait une interrogation parce qu'il n'avait jamais coaché à ce niveau-là. Il a eu du mal en début de saison. Et lui, sa défense, elle est quand même montée de niveau au fur et à mesure. Ouais. Et ce match-là, je pense, le sécurise pour de nombreuses années sur le poste de coordinateur défensif. Ouais. Prochain challenge pour notre coordinateur offensif des Bills va être très, très intéressant aussi. Ça va être encore un gros défi à relever. PA, encore une fois, nous allons faire quasiment front commun, comme sur les Lions, puisque nos flops sont, je pense, plus ou moins liés. Tu as d'un côté Lamar Jackson, j'ai de l'autre côté Mark Andrews. Chacun sa mi-temps. Chacun sa mi-temps, chacun va avoir besoin d'un très bon avocat, je pense, pour ne pas prendre perpète. C'est compliqué, franchement. Ça se résume pas à ça, mais je pense qu'on a les 2 principaux responsables de la défaite. Voilà, je le dis. N'ayons pas peur des mots. Vas-y, je te laisse parler de Lamar parce que quand même, il a souvent le ballon dans les mains, donc je pense qu'on peut commencer par lui. Ouais, le ballon dans les mains et parfois qui glisse. Mais ouais, Lamar sur la première mi-temps, parce que j'y reviendrai, moi sur la deuxième mi-temps, il a été vraiment très très bon. Mais sur la première, il fait une interception. C'est dommage que c'est sur le deuxième drive, il y a 7 partout. Alors il n'y a pas de conséquences immédiates parce que ça finit par un punt des Bills. Mais sur le drive d'après, il fait le fumble horrible en plus. Alors, est-ce que le fait que le snap était mauvais, puisqu'on le rappelle, le snap, il est catastrophique, le ballon touche le sol, et Jackson arrive quand même à reprendre le ballon, à le garder en main, et il glisse. Alors, est-ce que le fait que le ballon ait touché le sol l'a pas un peu humidifié ? Et du coup, c'est pour ça que ça a glissé. C'est plausible aussi. Mais à ce niveau-là, je trouve ça dommage, parce que ce fumble-là, ils le perdent, et derrière, il y a touchdown des Bills. Et au lieu d'être à 7 partout, il drivait pour potentiellement mettre des points, bah, tu te retrouves mené 14-7. Et même dans ses décisions, sur ses lancers et tout, je ne l'ai pas trouvé bien à son aise. Alors qu'il avait une pression, somme toute, assez légère, je dirais, de la D-line des Bills. Par contre, sa deuxième mi-temps, pour aussi le dédouaner un petit peu, j'ai trouvé, moi, excellent. Il trouvait les bonnes zones, il trouvait les bons receveurs. Et il n'a pas été aidé par un joueur que je te donne le témoin, je te passe le témoin. Mais clairement, il a été abandonné par son joueur star parce qu'il manquait The Flowers. Donc, on était tous à dire que
Marc Andrews était notamment, normalement, sa soupape de sécurité, le mec sur lequel il pouvait s'appuyer, son Travis Kelce à lui, quoi. Ouais, j'allais faire cette analogie. J'allais dire là où Mahomes a un Kelce qui ne faiblit jamais. Là, on a eu un Marc Andrews. Ouais. C'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. C'était le moment où les Ravens avaient le plus besoin de lui, puisque tu l'as dit, Flowers était blessé. Derrick Henry fait son match, mais on savait qu'avec la défense des Bills, tu n'allais pas pouvoir t'appuyer que sur le jeu de course, que forcément, ça allait aussi passer dans les airs. Et Andrews, au-delà de ce qui catch ou de ce qui ne catche pas d'ailleurs, c'est qu'en plus, ces erreurs, elles sont sur des moments clés, elles se voient très très fort. Le fumble est horrible, franchement, avoir si peu de sécurité de balle après une réception, c'est pas réception genre tout juste validée et la balle sort. Il y a vraiment un moment entre la réception et le moment où le défenseur lui sort le ballon des mains. Et en fait, tu peux pas faire des erreurs aussi grosses que celle-ci en playoff dans un match qui va être aussi serré que celui-ci. Et surtout, l'image qui va rester en tête de tout le monde, je veux bien ton avis là-dessus parce que j'ai lu absolument tout et n'importe quoi, des gens qui se mettaient des deux côtés. Il y en a qui ont dit que cette conversion à 2 points, c'était la faute de Lamar, qui aurait pu lui jeter de façon un peu plus safe. Il y en a qui mettent la faute sur Andrews. Moi, honnêtement, je fais partie du camp où, ok, la passe est peut-être pas genre la 100% optimale, pile poil, hauteur de torse, tu la verrouilles, tu machin, elle est peut-être un tout petit poil basse. Mais quand t'es un mec du niveau de Marc Andrews, avec son statut, son salaire, ce qu'on attend de lui, tout ce qu'il a déjà fait, ça reste une passe où normalement, si t'es concentré, on t'en lance 10, t'en captes 10. Là, il se chie dessus aussi à cause du contexte, je pense. Et c'est tout ce qu'on n'attend pas d'un joueur de ce niveau à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si tu as une grille de lecture différente sur cette action, mais moi, je trouve qu'encore une fois, c'est trop simple d'aller taper sur Lamar. Il a fait ses erreurs, mais là, au bout d'un moment, si un des Titans qui est considéré comme top 5, top 7 à sa position, mettez-le où vous voulez, top 3 pour certains, même si je pense que c'est plus vrai maintenant. Tu t'attends mieux d'un gars comme ça au bout d'un moment. Si tu joues avec des gars qui sont incapables d'attraper ce genre de passe, il peut pas y avoir de miracle. Non, et puis en plus, on en parlait avec Alex, il a monté de niveau lui aussi pendant la saison. Il était un peu présent sur le terrain, sur les blocs, etc., mais à la réception, un petit peu plus de mal, donc c'est d'autant plus étonnant. Moi, je ne jetterai pas la pierre à Lamar parce que je trouve qu'il a fait 2 drives pour qu'il amène au touchdown de très très bon niveau. Ouais. Le ballon qu'il envoie n'est pas idéal, je suis d'accord. Maintenant, c'est pas un vieux canard Oui. truc vraiment où le ballon il fait n'importe comment. La spirale est quand même relativement présente. Et en même temps, pour dédouaner Andrews, on ne peut pas omettre la météo, le froid, etc. Et ces conditions-là favorisent un tout petit peu plus les défenses parce que dans l'absolu, ils n'ont pas à catcher les ballons. Peut-être qu'il y avait un sentiment de fatigue, comme tu disais, de stress parce que le match se jouait là-dessus. Le ballon mal envoyé, le fait d'avoir des mains en briques parce que tu avais froid. C'est une multitude de beaucoup de choses. Et c'est dingue de se dire que le premier match de leur saison régulière se joue à un orteil. Et le dernier match de leur saison se joue sur un drop à 10 cm de la end zone. Ouais. Franchement, c'est ce que j'ai mis. Il y a cette impression depuis 2 ou 3 ans. C'est un peu mon gros événement, mais les conversions à 2 points, ça leur réussit tellement pas. Je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, mais où ils en ratent un nombre énorme. Ça leur coûte plein de matchs, ça leur coûte le seeding en playoff. Enfin, en fait, t'as l'impression qu'ils sont marqués mentalement. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est des situations où ils abordent pas en confiance, quoi. Quand tu vois en face de ça comment les Lions ou les Commanders ont joué soit les 4e tentatives, soit les conversions à 2 points toute la saison, mais il y a deux mondes d'écart. Et on en revient à ce truc où, oui, Zay Flowers a été drafté et a émergé, mais cette remarque qu'on a très souvent fait pour Lamar,
Il lui manque ce numéro 1 ultra, ultra, ultra fiable dont ont parfois besoin les équipes. Là, du coup, Flowers n'était pas là. Peut-être que ça aurait pu être lui, mais ce mec un peu rassurant, où en fait, tu as envie d'y aller. Tu vois, je dis ça et ça me rappelle notre top 11 receveur, mais et là, cette fois, Doug va me remercier de dire ça, mais typiquement, quand tu as un Mike Evans, tu sais que dans ce genre de situation, ce genre de gars-là, en fait, le ballon ne tombe pas, le ballon ne bouge jamais. Tu sais que vraiment l'élite de l'élite, et d'ailleurs même, tu vois, sans aller sur ce niveau élite d'un Mike Evans, d'un Jefferson ou d'un Chase, nom qui circule beaucoup, qui est dans la même division, le nombre d'exemples que j'ai en tête d'un T. Higgins qui chope ce genre de ballon en end zone, c'est ces mecs qui ont le talent supérieur, où tu peux les cibler parce qu'ils ont le physique, où t'as pas l'impression que le gars, à la moindre recharge, il va exploser en vol. J'ai aussi l'impression qu'il leur a manqué un peu ça. Alors après, ça contredit un peu ce que je disais avant, et le modèle Bills, où finalement Josh Allen, avec des armes moindres, en termes de talent, en tout cas sur le papier, réussit à faire mieux. Mais en fait, peut-être que Lamar est la classe juste en dessous et qu'il a besoin de ça. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Là, tu l'as très bien dit, hein. Andrews, il a fait un début de saison, mais horrible, où vraiment on le voyait nulle part. Et où du coup, ils ont beaucoup mobilisé Isaiah Likely. Et là, il s'était bien mieux remis, on le voyait monter en puissance. Mais au moment où ça compte le plus, il a redisparu. T'as l'impression qu'il faut un changement, qu'il faut choquer quelque chose dans cette équipe. Je sais pas quoi. Est-ce que vraiment c'est donner un Lamar, son gars sûr, un vrai mec fiable à 2000%, qui a peut-être moins de talent, mais qui va te verrouiller les balles comme personne le fait? Je sais pas. En tout cas, je trouve que ça leur a coûté très cher sur ce match, et qu'encore une fois, tu finis la saison, t'es déçu parce que t'as l'impression de te heurter à un plafond qui est le même à chaque fois. Moi, j'en veux plus à Marc Andrews sur le fumble plutôt que les 2 points. Ouais. Comme j'ai dit, sur les 2 points, tu as beaucoup de conditions qui font que ça peut s'expliquer. Sur le fumble, le ballon, il est catché. Va pas t'empaler sur le linebacker. Alors oui, ça te fait gagner 2 yards de plus, mais au final, tu perds le ballon. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que le momentum a un tout petit peu switché à ce moment-là, je trouve. Ouais. Si je devais te demander une note d'ensemble pour ce tour, pour l'ensemble de ces 4 matchs, comment toi tu les as vécus? Est-ce que t'as pris du plaisir? Est-ce que finalement t'es en mode bon, il y a eu des trucs sympas, mais... Alors, je vais peut-être être un peu pisse-froid, mais moi, la neige, ça me fait chier. Non, je suis d'accord. Je prends aucun plaisir. Alors, autant le Ravens-Bills, ça allait. Alors, tu sens que c'est verglacé et que j'aurais pas du tout voulu y jouer, mais il n'y a pas de neige. Donc, ça va encore. Mais le Rams-Eagles, ça nivelle tellement vers le bas que moi, ça m'emmerde, en fait. Ça t'enlève tout l'intérêt du match parce que tu peux quasiment plus passer. Enfin, le blizzard au 3e quart, bref. Mais bon, la NFL est comme ça. Il y a des stades avec toi, d'autres sans, et très bien. Mais dans l'ensemble, on a eu des matchs quand même accrochés. Tu vois, même le Commanders Lions, qui a un score fleuve, à tout moment, tu disais les Lions, ils peuvent quand même remonter. Et en fait, à chaque fois, les Commanders, parce qu'il y a eu des moments où ils revenaient à 3 points, etc. Et les Commanders, ils arrivaient offensivement à remettre un touchdown, à remettre la tête dans le seau. Et en fait, tu avais peut-être aussi ce sentiment de dire est-ce que je veux vraiment y croire à la sortie prématurée des Lions? Donc, il y avait peut-être aussi ce biais-là. Mais sur les 4 matchs, écoute, on a eu du suspense. Le Ravens-Bills qui joue à 30 secondes de la fin, le Rams-Eagles qui joue sur un turnover and down à 1 minute de la fin, le Texans-Chiefs un peu plus fini rapidement, mais voilà, il y a eu quand même du suspense au milieu du 3e quart, même fin du 3e quart. Donc non, c'était bien. Ça fait du bien de voir des matchs comme ça, un peu pas jouer à la mi-temps comme on a pu avoir. Alors, il y avait des matchs assez accrochés en première mi-temps sur la semaine d'avant, mais on a vu dès le début du 3e quart que l'écart se faisait. Là, je trouvais qu'on avait des matchs entiers sur les 4 quarts-temps. Ouais, écoute, je te rejoins sur toute l'analyse. Je vais même aller un peu plus loin que toi sur les conditions météo, où tu as dit que tu n'aimais pas la neige. Désolé parce que pour ceux qui nous écoutent, parce que en théorie, vous avez les 2 hipsters du podcast. Mais en fait,
En fait, foutez-moi des stades fermés. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir des stades ouverts où tu te prends des rafales de vent, de la neige, de la pluie, genre vraiment. Je sais pas si c'est un côté romantique qu'ont les gens ou quoi que ce soit, comme le match de l'année dernière là où il a fait -25 et où des gens ont perdu leurs doigts en tribune. Enfin, au bout d'un moment, nous, ce qu'on veut voir, c'est des beaux matchs, du spectacle, des mecs qui peuvent dérouler leur jeu. On se tape pas 5 mois de saison, on voit des équipes progresser, mettre des choses en place pour que les mecs jouent à la loterie parce qu'il y a de la neige et du verglas. Enfin, je me rappelle le Eagles Packers de début de saison au Brésil où les mecs ont joué dans une énorme flaque d'eau et où globalement le moindre changement de direction mettait un défenseur dans le vent parce que de toute façon ça glissait comme pas possible. Personne n'a pris du plaisir. Franchement, regardez-vous dans une glace et arrêtez de vous convaincre que c'est cool d'avoir un stade ouvert avec du vent. Fermez-moi ces stades. Et je vous dis ça parce que pour avoir pratiqué le basket, c'est quand même vachement pratique d'avoir un petit peu chaud en hiver. Non mais franchement, on veut voir du spectacle. On veut pas un QB, il lance une passe qui est parfaite et là il y a une bourrasque de vent à 90 km/h qui dévie le ballon de 3,50 m. Enfin, vraiment, ça n'intéresse personne. Vraiment, oubliez ça. Faites-vous des highlights sur YouTube, genre tapez match joué dans des conditions climatiques toutes pourries et faites-vous plaisir à voir des mecs patauger dans la boue. Enfin vraiment. Tu sais qu'en saison régulière, ça me dérange moins. Mais oui, ça me fait marrer. Parce qu'il y a moins ce truc-là du si tu perds, de toute façon, t'es éliminé. Mais en fait, dans l'idée, je pense même que la NFL est d'accord avec nous parce que tous les Super Bowls se jouent dans des stades fermés ou alors dans des endroits où il est censé faire beau. La dernière fois, c'était de stade non couvert, c'était Tampa Bay, de mémoire, parce que l'année dernière, c'était Vegas. Là, on va dans l'Arizona, je crois. Non, c'est à Saints, Nouvelle-Orléans. Ah oui. Donc, stade fermé. Enfin voilà, sur les dernières années, depuis le presque bazar qu'il y avait eu à New York entre les Broncos et les Seahawks, parce qu'à 2 jours près, tu avais un énorme blizzard qui arrivait sur New York. Donc ils avaient une chance énorme sur cette année-là. Ils n'ont pas réédité l'expérience. Donc ça veut bien dire que même pour la NFL, bon, on sait que le spectacle, il n'est pas fou quand il y a du vent, quand il y a de la neige, quand il y a tout ça. Encore, le vent me dérange moins parce que c'est des conditions climatiques, ok. La neige, ça t'enlève quasiment tout le jeu de passe, quoi. Enfin, et puis, moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde sur les playoffs. Oui. Sur la saison régulière, c'est fun. Sur les playoffs, quand c'est vraiment des matchs où l'équipe qui perd est éliminée, je trouve ça un tout petit peu dommage. Mais bon. Puis même avec un toit, des courants d'air, t'en as. Il y a un argument implacable à ça. Et attention, ouvrez grand et les oreilles et les yeux. Roland Garros, ça finit par mettre un toit. La Fédération française de tennis, 40 ans après tout le monde, a fini par mettre un toit pour pouvoir profiter d'un spectacle décent. Ils étaient obligés, sinon ils perdaient leur grade de Grand Chelem. Donc, couvrez-nous ces putains de stades. Voilà, comme ça. Moi, vraiment, c'est le seul truc qui m'a gâché ce tour-là. Parce qu'on a eu de la polémique un peu avec les arbitres, on a eu des actions énormes avec Saquon qui vient, on a eu l'upset qu'on attendait, on a eu le match serré, on a eu des batailles de coaching, on a eu des belles histoires avec ce duel Ravens-Bills où on a 2 QB qu'on attend depuis longtemps pour aller défier le boss de la conférence. Enfin, dans la narrative, il y avait tout, on a des actions qui peuvent nous rester en tête. Il s'est passé des choses, mais ces conditions climatiques, elles niquent la moitié du spectacle. Donc voilà, s'il vous plaît, mettez des toits qu'on puisse mettre des 10 sur 10 par la suite à ce genre de tour de play-off. Tu vas pleurer, hein, parce que les Bills, ils sont en train de construire un nouveau stade, ils mettent pas de toit. Ouais, non mais écoute, de toute façon, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes quand la malédiction fera qu'ils ne gagneront toujours pas de Super Bowl et qu'ils continueront d'échouer sur la dernière marche. On leur dira que c'est parce qu'ils n'ont pas de toit. On sera là pour leur rappeler, on dira de toute façon bien fait pour vous aviez qu'à mettre un toit et accueillir un jour un Super Bowl chez vous pour augmenter vos chances de le gagner. Surtout stade tout neuf. En général, stade tout neuf, t'es la NFL, t'envoies un Super Bowl dedans, quoi. Ouais. Là, ça va vous coûter cher, les gars. En plein hiver, vous pouvez être sûr que le Super Bowl, vous allez pas le voir, sauf très fort réchauffement climatique. Ouais. Ou alors devant la télé. Ouais, exactement. PA, merci beaucoup. Encore une fois, on a pu bien se faire plaisir là, quasiment 1h30 pour parler de 4 matchs. Ceux qui nous écoutent vont encore dire qu'on a réussi à être bavard.
Mais toujours intéressant de revenir sur les matchs comme ça, de pouvoir survoler autant le contexte global que des points en particulier. Prochain épisode, normalement, on a déjà le duo. Je prends un risque, je l'annonce. On devrait avoir Anto et Doug pour la preview des matchs. Je pense que puisqu'il ne reste que 2 matchs, ils feront les deux dans le même épisode. Je pense pas qu'on va faire un épisode AFC, un épisode NFC. Ça n'aurait pas trop de sens en termes de contenu et puis plus simple pour nous en termes d'organisation. Donc voilà, vous les retrouverez bien sûr avant ce week-end ou au pire samedi matin. En tout cas, vous aurez l'épisode avant de voir les matchs. Peut-être qu'il sortira dimanche à 18h. Non, normalement, entre vendredi soir et allez, samedi midi, samedi après-midi, vous devriez l'avoir. Vous aurez largement le temps de l'écouter. Franchement, faites pas genre vous êtes occupé le week-end. Vous êtes comme tout le monde, vous allez digérer le repas du dimanche midi. Il y aura largement de quoi l'écouter. Pour être sûr de ne pas le rater, hâte le front office sur toutes les plateformes. Comme j'ai dit au début, Twitter et ses dérivés, Instagram, YouTube, Twitch. Et surtout, venez sur le Discord. Du coup, aussi, après cette preview de finale de conférence, il y aura forcément un rewind. Et après, pour le Super Bowl, ça viendra peut-être pas tout de suite. On a le Pro Bowl en général entre les deux. Je peux vous l'annoncer tout de suite. Il n'y aura pas d'épisode qui parle du Pro Bowl. Tu veux pas faire le rewind du Pro Bowl? Oh merde. Non, vraiment, oubliez-nous sur le Pro Bowl. Si vous voulez entendre parler du Pro Bowl, il y a très peu de chances que ce soit chez nous. En revanche, ça veut aussi peut-être dire qu'en n'étant pas contraint par la programmation, pas impossible qu'il y ait du live qui saute comme ça, en fonction des dispos, sur des sujets divers et variés. On est connecté, est-ce que je voulais te le proposer après l'enregistrement? Il y en aura un, restez connectés. Vous nous manquerez trop, 2 semaines sans parler. GG et moi, c'est pas possible, c'est pas tenable. Sinon, nos femmes respectives vont être obligées de nous bâillonner. Non, c'est pas possible. 50 nuances du front office, c'est pas possible. Donc, on va faire un live. Voilà, c'est tenu, restez connectés. Vous aurez des notifs. C'est génial que tu dises ça parce que d'habitude, je suis toujours là à dire j'annonce des trucs dont j'ai parlé à personne. Là, au moins, si t'es d'accord, je prends pas trop de risques. C'est génial. Enfin, bon, voilà. Important, abonnez-vous partout, comme ça, vous ne raterez pas ni les épisodes, ni les lives sauvages. En attendant, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end de finale de conférence, et vive le football.